Caroline Semin, directrice générale de Semin, qui va nous faire une keynote sur la force de la diversité. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Caroline Semin. Je suis née le 2 février 1992 et au grand désespoir de mon père, je suis une fille. Dommage pour lui qui espérait un garçon pour peut-être un jour reprendre l'entreprise familiale. Voilà comment tout a commencé pour moi il y a 30 ans. Pour Semin, c'est il y a un peu plus longtemps, c'était en 1838, quand Jean-Laurent Semin, mon ancêtre, professeur des écoles, s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale et a monté Semin, donc, pour fabriquer du plâtre et un peu plus tard, dans le début des années 1900, des carreaux de plâtre en Lorraine, dans le Grand Est de la France. Plusieurs générations se sont succédées. Puis mon grand-père et mon grand-oncle ont vendu l'activité de fabrication de plâtre, car on fabriquait donc en Lorraine. Il n'y avait plus suffisamment de gypse dans les carrières en quantité suffisante pour poursuivre l'activité. Et on gardait une petite activité de fabrication d'enduit, donc notre cœur de métier chez Semin. Mon père a repris l'activité en 82 et l'a fortement développée, car quand il a rejoint les équipes, ils étaient 14. Et aujourd'hui, on est 850 collaborateurs à travers le monde. Les deux forts leviers de croissance qui expliquent le développement du groupe ces dernières années, c'est l'innovation. On investit plus de 3 millions d'euros par an en budget recherche et développement. Et on axe principalement les recherches sur le développement de nouveaux produits éco-sourcés ou biosourcés. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et le deuxième levier de croissance, c'est l'international, car aujourd'hui, l'international représente 40% de notre chiffre d'affaires, avec une présence dans plus de 72 pays à travers le monde. Et avant tout, bien sûr, notre premier moteur, l'humain, les femmes et les hommes qui travaillent pour nous, et grâce à leur engagement, à leur travail, à leur motivation, à l'envie d'aller toujours plus loin, ces femmes et ces hommes qui ont fait et qui font ce qu'est Semin aujourd'hui. Alors oui, j'ai bien dit les femmes et les hommes, car en 2021, il faut savoir que chez Semin, le scoring homme-femme est de 86. Alors la moyenne nationale en 2021 est de 86. Donc on pourrait se dire, ok, ça va, cool, on est dans la moyenne, tout va bien. Alors qu'aujourd'hui, les femmes ne représentent que 25% des effectifs du groupe. Il faut savoir qu'en 2020, la moyenne dans notre secteur d'activité dans le bâtiment, c'est de 12,3%. Les femmes ne représentent que 12,3% des effectifs dans notre secteur d'activité. Autant vous dire qu'on part de loin et que la marge de progression est grande. Bon, il faut quand même marquer une chose, c'est que les choses bougent, évoluent. On observe en effet de plus en plus de femmes dans le bâtiment, et ce sur l'ensemble de la filière, que ce soit dans l'industrie, dans la distribution, dans les entreprises. On s'en est rendu compte, par exemple, avec les Compagnons du Devoir, avec qui on est en partenariat. L'objectif premier de ce partenariat, c'est la valorisation des métiers du bâtiment. Et bon, en particulier sur la division peintre, il y a de plus en plus de femmes sur les bancs de l'école. Côté plaquiste, c'est pas encore ça. Il y a encore du travail. Mais les choses évoluent. Et on s'en rend compte également à différents niveaux stratégiques d'entreprise. Je pense à des exemples comme Madame Christine Muscat, qui est la directrice générale de Knauf France, Madame Valérie Lebon, depuis peu, qui a repris la direction générale de Etex France, ou encore, par exemple, Sybille Donny, qui est directrice générale de PUM, SGDB. Donc il y a des beaux exemples qui vont aussi permettre de faire bouger les lignes au sein même de ces entreprises de l'intérieur. Moi, j'ai commencé ma carrière, ma première expérience pro, ça a été chez Actis, donc dans l'isolation. C'est là où j'ai découvert le monde du bâtiment et où j'ai bien accroché avec ce secteur d'activité qui est très humain et où on a des relations assez directes, franches et beaucoup de relationnel. Et je me souviens très bien d'une première expérience. J'étais en formation avec ma collègue en agence Point P sur le terrain. Et ce matin, donc, on avait notre petit stand avec café, croissant, les docs, les nouveaux produits. Et on était juste à côté du comptoir. Il y avait deux personnes. Il y avait Jonathan et il y avait Marie. Et Jonathan s'occupait déjà d'un client. Un deuxième client arrive devant le comptoir. Marie dit est-ce que je peux vous aider? L'invite à se rapprocher d'elle pour le servir. Il dit non, vous ne pouvez pas m'aider, j'ai une question technique.
J'attends votre collègue. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Jonathan n'avait pas la réponse à la question technique et c'est Marie qui a pu répondre au client. Je pense que vous aussi, vous avez tous des anecdotes qui vous parlent, que vous avez vécues sur le terrain et qui marquent. Ma position sur le sujet, elle est claire. Nous devons faire face à une réalité. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment est le deuxième secteur le plus polluant après le transport et responsable de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous sommes clairement au cœur des enjeux de la transition écologique. Et face à cette urgence climatique, une mobilisation générale est essentielle pour agir ensemble et accélérer la transition écologique de notre secteur d'activité. Un objectif, un cap qui a été clairement défini, la neutralité carbone à horizon 2050, c'est demain. Donc pour espérer y arriver, il faut agir, et agir dès maintenant, de manière concrète. Et s'il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que pour y arriver, nous avons besoin de tous les talents et de toutes les compétences, et ce, aussi au féminin. Le secteur du bâtiment, on l'a dit, est au cœur des enjeux de la transition écologique. C'est un secteur qui est porteur, qui est dynamique, qui est innovant, qui est tourné vers le futur. Autant d'atouts pour attirer les talents qui feront le bâtiment de demain. Notre génération et les générations futures sont de plus en plus en quête de sens et veulent agir concrètement pour une cause qui leur parle, qui a du sens et pour laquelle ils sont prêts à relever les manches et à faire bouger les lignes de façon impactante. Et je suis convaincue que plus de mixité dans les équipes, c'est plus de performance. Alors, Semain, on a pris l'initiative en 2023, précisément le 15 juin 2023, de lancer le premier trophée des femmes dans le bâtiment. L'objectif, c'est de mettre en lumière de beaux parcours de femmes au féminin, donc de beaux parcours dans le bâtiment au féminin. Et l'objectif, c'est de susciter des vocations, de donner envie, d'attirer les talents, de montrer que oui, c'est possible et de faire avancer les choses. Donc le jury sera mixte, composé d'hommes et de femmes. Et l'objectif, c'est de mettre en avant ces femmes et ces carrières. Et pour répondre agilement et efficacement aux défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons besoin de ces talents. Après, on entend trop souvent « bâtiment, c'est un métier d'homme, de toute façon, il faut porter des charges lourdes, c'est pas possible, il faut être réaliste. » C'est un métier d'homme. Et c'est là où je reprends ma casquette d'industriel et où je suis convaincue que, en tant qu'industriel, c'est notre rôle de faire évoluer nos offres produits, nos solutions, pour justement accélérer la féminisation de notre secteur d'activité. Un exemple très concret, en début d'année, on a revu une nouvelle gamme qui était en sac de 25 kg, qu'on a entièrement passé en sac de 15 kg. Parce que oui, porter un sac de 25 kg, c'est pas RSE, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Et la punchline, c'était de dire fini les gros sacs. C'est un exemple, tout con, mais il y en a plein. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'innovations qu'on peut observer dans le secteur du bâtiment. Knauf a lancé la Lightboard, donc une plaque de plâtre allégée pour la pose en plafond, qui est beaucoup plus légère, donc une facilité de mise en œuvre, plus accessible. Les exosquelettes aussi se développent de plus en plus avec Hilti, entre autres. Et il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Mais c'est notre rôle clé en tant qu'industriel d'innover et de se démarquer et de cultiver justement cette différence. En interne chez Semain, j'ai un codir qui est quasiment mixte. Je suis à 4 femmes sur 6, alors je n'y suis pas encore, mais par contre c'est sûr que sur le sujet des quotas, je suis contre, pour une simple raison, c'est que je ne veux pas qu'on embauche une femme pour une femme, je veux qu'on embauche une femme parce qu'elle en a les compétences par rapport au poste en question, qu'elle a la motivation et qu'elle a l'état d'esprit qui va fitter avec la boîte. C'est important de le rappeler. Par contre, je suis pour des objectifs avec des paliers dans le temps pour faire avancer les choses, faire bouger les lignes et faire évoluer le pourcentage des femmes dans les effectifs. Je vous invite toutes et tous à venir sur notre stand, pavillon 1, pour rencontrer les femmes et les hommes de Semain. Et en même temps découvrir donc notre première gamme d'enduits éco-responsables, Origine France Garantie, qui est en même temps l'initiative d'une femme chez nous,
Ludivine Vininger, notre directrice recherche et développement Semin. Merci à tous. Et merci à vous, Caroline Semin. Je vous invite à vous asseoir à côté de moi. On attend pour quelques questions. Si vous avez des questions dans la salle pour Caroline. Sinon, j'en ai quelques-unes. Voilà. J'allais prendre un mic, je n'ai pas besoin. Voilà. Pas de questions? Oui, monsieur. Oui. Votre formation initiale, c'est une formation bâtiment, une formation plus HEC ou autre? J'ai fait une école de commerce post-bac que j'ai réalisée pour les 3/4 en alternance, donc sur le terrain et dans le bâtiment. D'accord, parfait. Très bien. Juste une petite curiosité, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, Alicia Lemoigne, Weber, Saint-Gobain. Je suis effectivement vos posts sur LinkedIn. Vous êtes très visible, bravo. Vous êtes fiers de voir une femme qui communique beaucoup dans le bâtiment. Moi, j'avais une question concernant votre nouvelle gamme, donc qui est effectivement les sacs plus légers, éco-conçus. Est-ce que vous avez interrogé vos clients sur leur sensibilité à ce sujet autour de la sustainability, autour de l'économie durable, ou alors c'était votre conviction, vous vous êtes dit on y va et puis on verra bien? Et la deuxième question derrière, c'est comment vous faites de la pédagogie auprès de vos clients autour de l'économie circulaire, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Par les temps qui courent, c'est plus les prix qui les préoccupent, les pauvres. Alors pour la première question, donc on a une communauté en fait Semin de professionnels, d'artisans qu'on anime et justement que l'on fait participer dans tous nos développements de nouveaux produits, nouvelles gammes. Et c'est hyper important pour nous de co-construire avec cette communauté pour avoir justement leur feedback terrain et on réalise avec eux justement des tests chantiers au plus proche avant les lancements produits. Pour être très franche, à l'unanimité, on n'a pas eu le retour faut baisser les conditionnements. Il y a eu aussi une volonté de notre part de prendre la décision et de se dire non, on y va. Après, ce qui est compliqué dans le bâtiment, c'est faire changer les habitudes. Et par rapport à ça, on a voulu accélérer et dire non, même si on n'a pas le feu vert à 100%, on y va et c'est un choix qu'on assume. Et par rapport à votre deuxième question, je pense qu'il y a un vrai travail de fond. Bon, il y a une prise de conscience importante là ces derniers mois et avec la crise entre autres aussi, qui ont fait que on parle de plus en plus de RSE et de produits plus vertueux. Après, je pense qu'il y a un vrai travail de fond et de communication sur le sujet à faire, mais en écosystème avec l'ensemble des parties prenantes, de manière à agir efficacement et de manière durable. Bonjour, Monsieur Khalifa, je suis chef d'établissement. Justement, votre combat m'intéresse concernant les filles. Je sais que je suis dans l'Académie de Versailles et moi aussi je fais la même chose pour les sciences d'ingénieurs qui sont, on va dire, souvent on dit que c'est des métiers pour les hommes. Est-ce que vous avez des partenariats avec des écoles justement pour attirer justement le personnel, j'allais dire, féminin pour ces métiers-là? Alors oui, on a un partenariat avec les Compagnons du Devoir et du Tour de France. Et en fait, c'est un partenariat qui s'est fait à l'issue d'un Tour de France avec un camion, un Tour de France des CFA pour aller à la rencontre de la nouvelle génération d'artisans et échanger avec eux sur leurs attentes et sur comment ils voient le bâtiment de demain et qu'est-ce qu'ils attendent d'un industriel comme nous. Et ça a été des rencontres et des échanges constructifs et qui challenge, qui bougent un peu, mais qui font avancer. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question concernant la féminisation des équipes. Est-ce qu'au niveau du management, vous repérez des défis et des enjeux? Si oui, lesquels? Et peut-être comment vous faites pour solutionner ces problèmes? Alors, il y a différents niveaux d'avancement. Parfois, c'est clair qu'on part de loin. On a entamé en fait un gros travail de fond auprès de l'ensemble des managers chez Semin
de manière à sensibiliser sur le sujet de la diversité et de la parité, et en particulier sur le plan du recrutement. Après, l'objectif, c'est de mettre en place des KPI pour voir l'évolution, justement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on replace l'humain au cœur de la stratégie. On sort des KPI uniquement financiers pour se concentrer sur l'humain, l'évolution des femmes dans l'entreprise. Je vais juste rebondir sur votre présence sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez, ou est-ce que vous êtes un rôle modèle pour des jeunes filles qui cherchent leur voie? Est-ce que vous avez cette impression-là? Non, j'ai pas trop cette impression-là. Après, si c'est le cas, tant mieux. Moi, c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur pour le bâtiment. Oui. Et c'est naturellement que j'ai rejoint les équipes pour travailler avec mon père et puis reprendre et développer l'entreprise. Je m'éclate au quotidien. Comme je l'ai dit, je pense que voilà, le fait qu'on soit au cœur des enjeux de la transition écologique, on a un rôle à jouer. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut ne faire qu'attirer les talents et susciter des vocations. Et pour le coup, je fais le maximum, moi, de mon côté, en tout cas, pour communiquer sur ce que je vis et sur le challenge que j'ai la chance de vivre au quotidien et qui m'anime. Et c'est une grande joie pour moi. Mais c'est quand même important pour les jeunes filles de voir quelqu'un comme vous dans le bâtiment surtout, parce qu'il y a une phrase qui résonne chez moi, enfin ce que j'adore, c'est « You can't be what you can't see ». Ça veut dire que tu ne peux pas devenir ce qu'on ne voit pas. Et en fait, j'ai vraiment cette impression-là, vous n'avez peut-être pas l'impression d'être un rôle modèle, mais quelque part, il y a sûrement une jeune fille qui vous voit, qui se dit bah, en fait c'est possible, en fait, je pourrais travailler dans le bâtiment. Donc je pense que quelque part, vous avez... pas une responsabilité, mais vous avez quand même un rôle pour ces jeunes femmes. Mais en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous estimez que vous avez justement une responsabilité pour transformer la société de manière générale? Oui, on a un rôle avant tout en interne dans nos organisations, enfin dans mon organisation en l'occurrence pour Semain. Et pour le coup, de manière plus large, en communiquant et en essayant de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, par exemple, c'en est un bon exemple. Je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur à Batimat, qui est un grand événement pour nous. Et plus on communiquera, et plus on aura d'impact, et plus les choses évolueront rapidement. Bien sûr. Et comment faire pour attirer plus de femmes et faire en sorte qu'elles restent dans le secteur surtout? Alors, c'est vrai qu'attirer plus de femmes, on travaille beaucoup sur notre marque employeur pour essayer d'attirer les talents et de donner envie de rejoindre les équipes. Après, fidéliser les talents, ça c'est un autre sujet qui est clé et qui est beaucoup plus rentable que d'en attirer des nouveaux. Ce qu'il faut avant tout, c'est déjà fidéliser les talents qu'on peut avoir en interne. Et pour le coup, on y travaille au quotidien et je pense que le vrai sujet, c'est l'engagement des collaborateurs. Et là-dessus, il y a une force, c'est le projet d'entreprise. On a travaillé sur un projet d'entreprise à horizon 5 ans. Et la force de ce projet d'entreprise est énorme parce que ça permet de mobiliser l'ensemble des équipes, de fédérer autour d'un cap commun qui a du sens pour la plupart et justement d'engager les collaborateurs dans ce sens. Et ça, c'est une force énorme. Est-ce que vous pensez, faut-il réfléchir peut-être à de nouveaux modèles de recrutement ou d'évaluation, ou est-ce qu'on devrait revoir l'organisation du travail aussi? Pour le coup, l'organisation du travail a pas mal évolué là, ces derniers temps avec le Covid, avec le télétravail entre autres. Et c'est vrai que de manière générale, il faut qu'on s'adapte, qu'on évolue dans notre temps. Pour le coup, le bien-être au travail est clé. Le climat dans l'entreprise est important. Et ça, en tant qu'entreprise familiale et ETI à taille humaine, je pense que c'est aussi des atouts qui plaisent aujourd'hui, et surtout aux nouvelles générations, qui avaient plus tendance à se tourner vers des grands groupes jusqu'alors et qui ont tendance à revenir davantage vers ces entreprises-là. Et en tant qu'ETI, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une phase de transition entre une PME et entre un gros groupe, avec vraiment une phase d'accélération et des enjeux forts. Et pour le coup, ça, je pense que c'est hyper motivant et challengeant pour les équipes. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur?
Oui, bonjour. Dans votre intervention, vous dites que vous avez 26% des effectifs du groupe qui sont des femmes. Est-ce que vous pouvez nous citer les métiers vers lesquels ces femmes se sont orientées? Et la seconde question, j'aimerais savoir pourquoi vous refusez de mettre en place des quotas. Alors, les femmes sont majoritairement dans les catégories état ou cadre, beaucoup dans l'administration, dans les bureaux, trop peu encore dans les usines, sur les lignes et au niveau de la préparation de commandes sur la supply. C'est là-dessus qu'on travaille avec les équipes pour justement sensibiliser les managers sur le plan du recrutement et faire avancer les choses. Et votre deuxième question, c'était les quotas. Sur les quotas, moi, ce qui me dérange dans les quotas, c'est de se dire on a un poste ouvert, il faut une femme pour une femme. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le monde politique. Et c'est ça que, ça devient contre-productif sur la cause de départ. Et c'est en ça que je suis contre et que je pense que c'est pas une solution. C'est con. Enfin, excusez-moi. C'est contre-productif. Merci, c'est plus poli. Mais par contre, je pense qu'il faut se fixer des objectifs, mais de manière un peu plus globale, pour faire évoluer les choses et suivre l'évolution, surtout piloter l'évolution et avancer concrètement. Super. Y a-t-il d'autres questions? Ok. Bon bah, je vous remercie. Merci pour votre keynote, Caroline Semin. Merci. Merci. Où est-ce qu'on peut retrouver le stand de Semin ici? Alors, pavillon 1. Allez, L. Stand 66. On sera ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Lily. Nous allons continuer cette discussion avec les entrepreneurs et la directrice associée d'un fonds d'investissement qui accompagne les entrepreneurs sociaux. Avec eux, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Comment fait-on pour intégrer plus de diversité dans ces équipes et comment gère-t-on cette diversité? Comment valoriser le rôle social des entreprises du BTP? J'appelle sur scène Sébastien Migliardi, Catherine Guerniou et Laurence Zebus-Jones et pour un panel sur la diversité en entreprise, une question de responsabilité. Bonjour, merci d'être parmi nous pour ces Bati Talks. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, Laurence Zebus-Jones, directrice associée d'Impact Partner. Impact Partner étant une société de gestion qui investit dans les entreprises à très fort impact social et notamment les entreprises implantées dans les territoires fragiles ou ayant qui aident les entreprises à grandir sur à la fois pour de la performance financière et de la performance sociale. Bonjour, Sébastien Migliardi. J'ai la chance de faire le plus beau métier du monde, parce que je suis entrepreneur de bâtiment. Et mon métier, c'est de réenchanter des espaces de vie, de travail. Je dirige l'entreprise Blue Select, une entreprise familiale de bâtiment. L'histoire a commencé il y a un peu plus de 50 ans. On a 2 implantations, Paris et l'Île-de-France. Et dans le sud-ouest de la France, à Cap-Breton, on a connu 10 ans de croissance. Aujourd'hui, on est un peu plus de 70. Voilà. Et Catherine Guerniou, donc je vois qu'il est indiqué que je suis chef de file de la RSE, effectivement, à la Fédération française du bâtiment, mais avant tout, je suis dirigeante d'une PME, La Fenêtrière. On est fabricant de menuiserie extérieure en région parisienne. Et j'ai aussi un autre métier que celle d'être dirigeante et chef de file. C'est surtout que je suis aussi conseillère environnement au Conseil économique, social et environnemental, et je suis à la délégation du droit des femmes et à l'égalité. Voilà. Ma première question, c'est pour vous, Sébastien. Juste, oui. Vous voulez réagir à l'intervention de Caroline? Avec plaisir, c'est plutôt un honneur, Caroline. Je voudrais te remercier parce qu'effectivement, tu comment on pourrait dire, dépoussières l'image de l'industrie française, Made in France. On avait plutôt une image plutôt très ancienne de l'industrie. Donc je sais que Caroline est French Fab, coq bleu et coq vert. Elle représente aussi l'entreprise familiale. Et en plus, elle est jeune, et en plus, c'est une femme. Donc, elle a coché toutes les cases pour rendre... Et dynamique. Donc, elle a coché toutes les cases pour rendre ça possible, en tout cas. Donc, c'est plein d'espoir que tu véhicules autour de ça. C'est 3 belles valeurs pour moi.
Et en plus, du coup, si on parle de mixité, en l'occurrence, chez Blue Select, on essaie de privilégier toujours la mixité. On a commencé par la gouvernance. Aujourd'hui, on a un CODIR qui est mixte. Et ce que j'aime bien dire, c'est que ce n'est pas un choix, ça a été une évidence. C'est que dans un premier temps, on privilégie la compétence et pas la mixité. Et quand on regarde la compétence, on ne se met pas de frein, pas d'œillère. Comme tu disais, il n'y a pas besoin de quota en réalité. C'est juste quelle est la meilleure compétence pour ce poste. Et si on fait abstraction du sexe, on se retrouve avec un CODIR qui est complètement mixte. Ah, super. Et dans nos métiers, maintenant, c'est le deuxième sujet, comment on fait pour avoir des ouvriers, des métiers plus féminisés. Ça n'est possible qu'à partir du moment où les industriels ils vont faire des outils, des matériaux plus adaptés à tout le monde, ce qui va servir toute la filière comme les hommes. De toute façon, moi j'ai connu l'époque du bâtiment où porter 2 sacs de 50 kg, c'était bien. Plus on était fort, plus on était bon. Mais en fait, on s'use dans le temps, on se blesse, on s'affaiblit. Et du coup, grâce à la féminisation, on va avoir des petits sacs de 15 kg dans de vie, ce qui est une vraie révolution, RSE pour le coup. Catherine Laurence, comment améliorer l'attractivité du secteur auprès des femmes? Laurence, je commence. Je pense que Caroline, elle en a déjà cité. Il y a plusieurs volets en fait. Déjà, il y a la formation. Et je pense qu'il y a la formation et l'information. En fait, souvent au niveau de l'orientation scolaire, c'est pas proposé aux femmes, les secteurs du bâtiment. Déjà, le secteur du bâtiment n'est pas proposé du tout. Donc, on va commencer par là. Et encore moins, du coup, aux femmes. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation à donner dès l'orientation scolaire et aussi sensibiliser en fait les personnes en charge de l'orientation. Donc on y travaille beaucoup, à la Fédération française du bâtiment, on est très actifs à ce niveau-là, mais il y a vraiment beaucoup de pédagogie à faire. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est des porte-paroles comme Caroline. Moi, je l'ai fait aussi par le passé, je suis un petit peu plus âgée que Caroline, mais effectivement... moi, j'ai fait beaucoup, je suis tombée dans le bâtiment en 99, j'avais 23 ans, 24, et je faisais les rendez-vous de chantier. Enfin, c'est tout à fait possible. Enfin, il n'y a rien qui nous bloque à travailler dans les métiers du bâtiment. Et comme le disait Caroline, c'est une richesse. La mixité, en fait, est une richesse. Et on n'est pas des ultra-féministes, pas du tout. Mais en fait, il y a vraiment cette richesse et ce partage d'idées qui est un équilibre intéressant à avoir. Je rejoins aussi Caroline sur l'histoire des quotas. Moi, il n'y a rien de plus désagréable de venir me voir. On vient te voir parce que tu es une femme. Non, il faut venir nous voir parce que nous avons des compétences. Et c'est surtout pour ça que nous devons être reconnus. À même titre, on ne va pas voir un homme pour lui dire tu es un homme. Voilà, je pense qu'on ne vous pose pas souvent cette question. Et donc, il faut savoir parfois poser la question inverse. Sur l'attractivité, il peut y en avoir plusieurs. Déjà, montrer aussi que l'ascension sociale, elle est présente aussi bien pour les hommes que pour les femmes dans le métier du bâtiment. Et justement, il y a cette mixité est vraiment intéressante. En plus, on a de l'innovation. On s'oriente de plus en plus vers tout ce qui est transition écologique. Le secteur est très porteur. Et donc, je pense que ça peut être des axes qui séduisent aussi les jeunes femmes. Et qui peuvent aussi séduire les femmes qui sont en reconversion, parce qu'il n'y a pas uniquement que des jeunes qui partent dans le milieu du bâtiment. Et Caroline le disait aussi tout à l'heure, nous sommes des métiers qui avons du sens, et on sait très bien aujourd'hui que beaucoup de gens recherchent justement ce sens de façon à trouver un bel équilibre. Et la même question pour vous, Laurence. Oui, peut-être pour compléter, il y a déjà une prise de conscience qui est nécessaire, un contexte qui doit être favorable, et je crois qu'on y est aujourd'hui sur cette prise de conscience. Ensuite, je le dirais en 3 mots, c'est-à-dire effectivement sensibiliser. Et sensibiliser, ça veut dire aller témoigner dans les lycées, dans les collèges, faites partager votre expérience, faites connaître à l'ensemble des jeunes qui sont avant l'orientation de ce qu'est votre métier. Donc ça, c'est le point numéro 1. Deuxièmement, évidemment, former
beaucoup d'entrepreneurs du BTP hésitent à prendre des apprentis. Je pense que c'est vraiment essentiel de faire cette transmission-là, d'aller, il y a aujourd'hui des mesures qui vont peut-être pas encore durer très longtemps, mais qui facilitent l'apprentissage. Donc je pense que vous avez une responsabilité de transmettre et d'aller vers l'apprentissage. Et puis enfin, c'était évoqué la partie recrutement et un management bienveillant. Et ça veut dire effectivement, je pense que la technologie va aider, mais également peut-être la prise en compte de certains sujets comme la parentalité. Préparer la parentalité, c'est des sujets importants quand on devient parent. Donc avoir aussi une approche du rôle de l'entreprise dans l'accompagnement de ses collaborateurs qui facilite le fait d'avoir des femmes et le bien-être dans l'entreprise. Vous avez parlé de la technologie. Est-ce que vous pensez qu'on fait assez sur les réseaux sociaux pour parler aux jeunes? Est-ce que ça peut être une solution également? Ah oui, il y a pas mal d'exemples. D'ailleurs, oui, alors il y a Caroline, mais nous avons ici aussi Kelly Cruz, notre spécialiste en carrelage, qui d'ailleurs a eu le prix Madame engagée de la CMA cette année. Et donc, je pense que c'est des valeurs fortes également. Et les réseaux sociaux, c'est une chose. Il y a pas mal d'influenceurs et d'influenceuses maintenant qui parlent aussi des secteurs du bâtiment. Donc oui, ça peut être une aide. Après, ça ne suffit pas. Je pense que ça permet de démocratiser, mais ça n'empêche que derrière, il faut justement... je pense qu'il y a vraiment... l'éducation y est pour beaucoup. Et puis, Laurence a raison aussi sur la partie... c'est aussi à nous de montrer que nos entreprises, quand on parle de côté inclusif, il y a aussi le côté inclusif à accompagner les hommes, les femmes dans leur vie personnelle. Et c'est aussi notre rôle, alors sans aller dans la vie personnelle des gens, mais en tout cas les accompagner sur les rythmes de travail de façon à ce qu'ils puissent avoir aussi leur vie familiale en parallèle. Est-ce que la diversité fait partie de vos priorités? À vous trois, si vous... Alors oui, bien évidemment, dans le bâtiment notamment, il y a beaucoup de gens non diplômés qui viennent de tous les horizons. Et on a la chance, on a encore l'industrie, je pense, qui en France permet le plus l'ascenseur social à tous les niveaux. C'était le cas de chez Bousselec parce qu'on est une famille italienne qui arrive en France pour travailler dans le bâtiment. Donc aujourd'hui encore, on favorise toujours, on ne regarde jamais le diplôme, on regarde l'expérience, on recrute sur les valeurs, pour nous c'est très important, et on manage sur les valeurs. Et plus que le diplôme, du coup, ça laisse plus de chances au potentiel qu'au diplôme ou plein d'autres choses. Et vous avez toujours accordé autant de place à la diversité au sein de votre entreprise? Oui, donc chez nous c'est historique et c'est partie de l'ADN. On essaye de... Alors si on résume le management de l'entreprise, on est plus sur un système transversal que pyramidal. On essaye vraiment de favoriser tous ces échanges. On parlait encore une fois pour parler de mixité ou diversité. Je vais m'échapper. Donc on est vraiment sur les parties collégiales. Donc dans les décisions, comme on n'est pas sur une pyramide, on essaye d'engager tous les collaborateurs dans la décision. Et quand on met ça en place, ça fait des choses assez magiques parce qu'on se rend compte, si on parle de mixité encore une fois, que par exemple une femme qui pouvait s'arrêter pour un congé de maternité, fut une époque dans l'entreprise, ça pouvait être perçu comme une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui chez Bousselec, on le célèbre et c'est une bonne nouvelle, quoi. Et il y a encore des choses à casser en tout ça parce qu'il y a encore des croyances et des non-dits, quoi. Et d'évoluer, c'est bien savoir. Laurence, vous accompagnez les entreprises du BTP, notamment sur les modes de management responsables pour favoriser l'emploi des femmes, des jeunes ou de publics plus défavorisés. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, on s'est aperçu que bien que en fait, l'humain est vraiment au cœur des entreprises du BTP, je crois que c'est vraiment un secteur qui, par essence, incarne, recrute dans la diversité notamment. Il y a finalement assez peu de soutien aux entrepreneurs sur la dimension managériale. Vous avez énormément d'offres concernant le savoir-faire technique. Aujourd'hui, la transition écologique
écologique. Et finalement, sur ce qui fait que vos entreprises sont attractives, vont pouvoir fidéliser les talents et recruter, vous avez en gros quand même assez peu d'offres. Donc avec notre partenaire JP Morgan, on a mis en place un programme d'accompagnement qui est gratuit et qui vise justement à accompagner les entrepreneurs, en gros moins de 50 salariés, qui souhaitent grandir sur cette approche managériale. Donc concrètement, on intervient sur 3 logiques. D'abord, c'est déjà connaître les bonnes pratiques, les exemples inspirants au travers de rencontres mensuelles. Deuxièmement, c'est pouvoir déjà vous connaître en tant que manager, s'auto-diagnostiquer, avoir des outils ensuite qui vous permettent de lever un certain nombre d'obstacles et puis d'organiser votre entreprise en vous mettant en lien avec un certain nombre d'experts. Et puis enfin, c'est concrètement être dans la mise en relation avec, et la pratique, j'allais dire, avec des rencontres, que ce soit des job dating pour pouvoir recruter, que ce soit des rencontres avec des donneurs d'ordre et des fournisseurs pour améliorer l'ensemble de vos relations. Donc c'est un programme qui représente à peu près une douzaine d'heures offertes sur 6 mois pour une cinquantaine d'entrepreneurs de l'Île-de-France et notamment de la Seine-Saint-Denis. Et quel est le plus gros challenge pour vous ? Je pense que le plus gros challenge, c'est à ce que les entrepreneurs prennent le temps de se projeter comme chef d'entreprise. Très souvent, vous êtes quand même dans une profession où vous vivez davantage comme un artisan que comme un chef d'entreprise. Donc la question vous êtes dans une profession très, très difficile. Donc se donner du temps pour s'interroger sur le type de patron que l'on est, sur sa pratique managériale, sur un certain nombre de pratiques est quelque chose qui très souvent est quand même le plus difficile. Et vous avez parlé de la diversité, ça fait partie de vos priorités, Catherine, mais pourquoi c'est important pour la performance de votre entreprise ? Alors nous, effectivement, on a beaucoup de diversité et surtout, en fait, moi j'attache beaucoup d'importance à l'ancrage territorial. Donc en fait, notre entreprise est à Champigny, on a beaucoup de commandes localement, en fait. On a beaucoup de relations avec différentes associations, dont les missions locales, avec aussi des associations de quartier, parce qu'en fait, on veut créer du lien avec justement entre les gens qui vivent à Champigny et les entreprises, le monde des entreprises sur Champigny. Et du coup, naturellement, en fait, lors des recrutements, moi, je suis comme Sébastien. En fait, c'est plus un parcours de vie, finalement, qui me séduit. C'est plus un savoir-être. Et les compétences, j'ai envie de dire, c'est super aussi d'accompagner, finalement, un salarié à développer ses compétences et à le former dans notre atelier. Donc, par exemple, nous avons accueilli il y a 2 ans, j'ai un collaborateur qui en fait est un ancien prof de physique-chimie aux Comores. Et donc, on lui apprend et aujourd'hui, d'ici 6 mois, en fait, on a mis en place une AFEST. Et donc, d'ici 6 mois, 1 an, il va pouvoir passer menuisier. Donc, en fait, je trouve qu'il y a vraiment cette richesse en fait, d'accompagner. Et on a plein d'exemples comme ça. On n'a pas forcément des menuisiers. Alors, on a aussi des menuisiers de métier. Mais on a aussi, dans cette diversité, on a aussi cette approche culturelle, cette approche territoriale. Et vraiment, c'est chouette parce que ça donne une richesse en fait, à l'équipe. Et le partage d'expériences qui sont complètement différentes. Et ça nous enrichit en fait tous. C'est notre approche, mais pareil, même question, quels sont les challenges pour vous dans votre travail les challenges, ils sont nombreux parce que quand vous avez un prof de physique-chimie qui intègre un atelier de production, je peux vous assurer qu'il ne connaît pas grand-chose au début, même ne serait-ce que, c'est tout bête, hein, mais tenir une visseuse, une perceuse, enfin, il n'était pas forcément... c'était pas quelqu'un forcément de manuel, et donc il a fallu le former. Et donc c'est des challenges, hein, former les gens, c'est un vrai challenge. Mais en même temps, quand les gens en ont l'envie, quand ils ont envie de changer de métier, c'est juste fabuleux de les accompagner dans cette démarche. Et du coup, au fil des mois, c'est devenu un très très bon collaborateur.
Et donc, du coup, ils ont une approche un peu différente. Ils ont peut-être plus envie, ils s'appliquent plus qu'un jeune sorti de l'école. Non, les jeunes sortis de l'école sont très bien aussi. C'est encore une autre approche. Il y a pas de... En fait, c'est un peu comme les hommes ou les femmes, vous voyez. Il n'y a pas de règles. C'est vraiment une implication parce que derrière, c'est ça, en fait. Ce que l'on recherche, nous, les entreprises, c'est l'implication, en fait, de nos collaborateurs. Bien entendu, les collaborateurs veulent aussi que l'entreprise donne du sens, mais j'ai envie de dire, c'est gagnant-gagnant. En fait, une entreprise, elle est constituée de collaborateurs, elle est constituée de son dirigeant, mais tout le monde doit fonctionner dans cet écosystème. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à... En fait, ce qui est important, je pense, c'est de connaître son ADN. L'ADN de son entreprise, ses valeurs. Et à partir de là, c'est vraiment aussi beaucoup plus facile à recruter et à se dire quelle typologie de personne, quelles compétences j'ai besoin et qu'est-ce qui va être important pour moi dans le recrutement. Donc parfois, on voit des gens qui sont très diplômés ou qui ont de belles carrières professionnelles, mais j'en ai pas forcément envie dans mon atelier. Parce que je sens que ça ne va pas le faire avec le reste de l'équipe ou ils n'auront pas le savoir-être que l'on souhaite. Donc oui, c'est un challenge au quotidien de façon à découvrir des perles, en fait, ou à découvrir des gens qui ont cette envie, cette appétence de découvrir notre métier. Et Sébastien, vous avez dit juste avant cette session que vous avez parlé toutes les deux avec Catherine avant cette semaine. De quoi vous avez parlé exactement ? Alors, de mille et une choses. La première, on est tous les deux dirigeants d'une entreprise familiale, ce qui fait que ça nous différencie quand même beaucoup des autres. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a un désaveu pour les grands groupes et que la PME aujourd'hui a tiré. Et si on essaye de comprendre pourquoi, parce que justement, je pense que dans la PME, on va être beaucoup plus proche de nos collaborateurs, beaucoup plus dans les valeurs. Et aujourd'hui, les jeunes talents, c'est ce qu'ils recherchent du sens dans leur métier, qu'ils ne vont pas retrouver dans les grands groupes. Et donc forcément, quand on est dans cet ADN, on se retrouve sur plein de sujets. Forcément, on a plein de connexions communes parce que tout ça, c'est une petite famille. On est très engagé en transition écologique et Sébastien travaille beaucoup sur les produits bas carbone. Et donc, voilà, c'est aussi un sujet qui m'est cher. On a la responsabilité et de toute façon, on se fera bousculer par nos jeunes recrues qui, de toute façon, ils vont nous obliger à faire des chantiers zéro carbone. Moi, je suis membre de la RQE, notamment. De toute façon, on sera obligé de manager différemment. Le management dans le bâtiment, moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. Si je compare à celui d'il y a 30 ans, ça n'a plus rien à voir. À l'époque, il fallait le bon chef, c'est celui qui parlait fort et qui criait fort, quoi. Aujourd'hui, celui qui fait ça, sa durée de vie, elle est moins d'1 heure dans l'entreprise. Et justement, est-ce que les techniques de management ou les chefs d'entreprise, Laurent, est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a besoin de changer pour attirer les jeunes ? Je pense que c'est effectivement vraiment en train de changer et c'est là où on voit de plus en plus peut-être le décalage entre la prise de conscience au niveau des donneurs d'ordre, des grandes entreprises qui, pour des raisons réglementaires, vont dans cette direction-là, se préoccupent de la mixité, de la diversité et sont proactives sans être d'ailleurs forcément irréprochables sur d'autres aspects. Donc c'est très très important pour les PME, les TPE de prendre à bras le corps ces questions-là et ce sont des questions vraiment de performance également économique et financière. On n'est pas que dans le sens, c'est vraiment un élément de la performance. Donc je pense qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple des grands groupes avec lesquels nous collaborons, par exemple, de manière très... Aujourd'hui systématique, elles font passer à leurs collaborateurs des tests pour la prise en compte des biais. Est-ce que j'ai des biais quand je rencontre tel type de salarié issu de telle culture, de telle orientation sexuelle ou bien ayant un handicap. Donc c'est déjà cette prise de conscience qu'il y a tout à chacun, on a tous des préjugés, des biais. Ça aujourd'hui c'est systématique dans toutes les grandes entreprises. Je pense qu'au niveau
des plus petites entreprises, il n'y a pas aujourd'hui forcément ce travail qui est fait. C'est typiquement ce genre d'accompagnement qu'on peut amener dans le cadre de l'accélérateur. Donc la première étape, j'allais dire, c'est déjà diagnostiquer et mesurer un peu le ressenti de ces collaborateurs et de ces pratiques au sein de mon entreprise. Et comment et pourquoi il est important de valoriser justement le rôle social des entreprises du BTP, Laurence? Je pense que ça a été dit. Vous recrutez localement. Ça, c'est formidable aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de l'emploi local. C'est de fait de la diversité. Et vu les tensions aujourd'hui sur le marché du travail, on sent bien qu'il y a tout un potentiel inexploité au regard du taux de chômage des jeunes, de leur recherche et des difficultés qu'ils ont en termes d'orientation. Donc, c'est vraiment un des secteurs qui a énormément de potentiel et qui le fait un peu comme Monsieur Jourdan, qui par certains aspects social sans le savoir. Mais ça reste à cultiver, en tout cas à conscientiser. Est-ce que vous recrutez en ce moment? Et si oui, quel type de profil? Oui, ce matin. J'ai recruté un électricien. Alors, comme ça, on peut se dire c'est un petit peu loin de la menuiserie, mais en fait, c'est bien pratique un électricien dans un atelier, surtout quand on a des pannes machines, ça nous aide. Non, plus sérieusement, ce qui était important, c'était déjà quelqu'un qui avait, pour le coup, une orientation bâtiment, mais qui avait un savoir-être qui nous plaisait bien. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai cette volonté d'embaucher local. Et donc, il était sur Champigny et il galérait. Et donc, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité. Il avait la niaque, il a l'envie. Donc, ça donne envie d'accueillir un nouveau collaborateur dans ces conditions. Je reviens sur En fait, Laurence a dit pas mal de points qui sont effectivement dans notre ADN d'entrepreneur, mais effectivement, on est quand même sur un métier en tension, hein, donc il faut, on a des difficultés dans le recrutement. Mais après, vous savez, il y a le recrutement, mais il n'y a pas que ça, en fait. Après, il y a la vie aussi dans l'entreprise. Parce qu'on parle de recrutement, mais il y a aussi les collaborateurs que l'on a depuis des années. Moi, j'ai un salarié qui a 33 ans d'entreprise. Donc, vous voyez, il y a aussi de l'accompagnement. Je suis quasiment sûre que Caroline, Sébastien, ils ont aussi ces expériences d'accompagner des salariés quasiment pendant toute leur carrière. Et donc, certes, il faut séduire les entrants, mais il faut aussi continuer à séduire ceux qui sont dans l'entreprise. Parce que 33 ans d'ancienneté, il n'est pas encore à l'âge de la retraite. Je vous assure que c'est un sacré savoir-faire et je n'ai pas envie qu'il parte demain. Donc ensuite, non mais c'est ça. Et donc en fait, après, il y a aussi toute une culture et un développement de management qui se fait au fil des mois avec vraiment, moi j'ai un management participatif où ils prennent part aux décisions, où ils participent concrètement à la vie de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est aussi hyper important. On fait des formations. Les formations, il y a des formations techniques, bien entendu, mais il y a aussi des formations plus de développement personnel. Et c'est des choses vraiment qui séduisent aussi, qui attirent. Et moi, j'ai une équipe qui a le sourire. D'ailleurs, j'ai travaillé beaucoup sur la bonne humeur au travail. Et c'est quelque chose qui est hyper important. Et donc, c'est à nous aussi, en tant que chef d'entreprise, de porter ces valeurs et d'apporter aussi cette dynamique dans nos entreprises. C'est une vision plus humaine également. Mais comment identifiez-vous le potentiel des candidats que vous recrutez? Après, est-ce que c'est tout dans le feeling aussi? Il y a du feeling, il y a de l'échange. On essaye de savoir pourquoi ils sont venus nous voir, qu'est-ce qui peut leur plaire dans le bâtiment, moi, je pose aussi pas mal de questions sur la transition écologique. Je leur pose aussi la question, c'est quoi pour vous une fenêtre? Voilà, alors comme ça, vous pouvez vous dire, une fenêtre, oui, il y en a plein là autour. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, mais justement, on a travaillé avec le professeur Le Joyeux, donc, qui est psychologue et qui a travaillé sur la bonne humeur. Il a un bon nom en plus pour travailler sur la bonne humeur, mais plus sérieusement, quand il est venu dans l'entreprise, il nous a alertés, il dit, mais vous vous rendez compte, vous travaillez un objet déjà qui fait partie d'une décoration, mais au-delà de ça, vous amenez la lumière dans le bâtiment.
C'est vrai qu'un bâtiment sans fenêtre, ça serait pas très marrant, sans vitrage. N'est-ce pas et partant de là, c'est vrai que la fenêtre apporte aussi la lumière. Regardez, pendant le confinement, on ouvrait nos fenêtres pour applaudir le personnel soignant. Enfin, il y a un lien, on a un lien chacun avec la fenêtre. Et ça, du coup, j'ai cette curiosité un peu de savoir comment ils perçoivent une fenêtre. Ok. Voilà. Si je peux rebondir, chez Blue Select, nous croyons que le bonheur se construit et s'entretient. Et c'est notre métier aujourd'hui. Quand on recrute sur cette raison d'être. Et on pense que des collaborateurs heureux font des clients heureux. Donc en réalité, le job du dirigeant aujourd'hui, c'est de créer les conditions du bien-être pour que le collaborateur puisse avoir... Comme on parle d'expérience client, on parle aussi d'expérience collaborateur. Ça va de l'entretien de recrutement à ce qu'il soit dans de bonnes conditions, jusqu'à l'intégration qui doit durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est tout ça qui fait un recrutement réussi. Alors, ce qu'on peut nous observer en matière de recrutement, c'est vraiment l'accent mis aujourd'hui sur les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire toute la partie comportementale. Et c'est vrai qu'on a vu, notamment au travers des job dating qu'on peut organiser, donc des jeunes qui n'ont pas forcément la formation, mais qui sont recrutés parce qu'on voit qu'ils ont la motivation, ils ont des capacités de communication, ils ont une ouverture d'esprit, une envie de travailler dans la transparence, d'échanger. Donc ça, c'est aujourd'hui une des dimensions, je pense, beaucoup plus valorisée par les recruteurs qu'auparavant. Et c'est plus difficile de travailler sur ces soft skills parce que finalement, les soft skills, sont des qualités innées quelque part. Ou est-ce qu'on peut se former ou comment vous faites en fait pour si vous trouvez quelqu'un qui est parfait mais qu'ils n'ont pas forcément les bonnes soft skills pour le job? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, il y a des super compétences, mais ce n'est pas pour autant qu'on recrute. Justement, quelles sont les compétences qui sont maintenant devenues indispensables? Oula, c'est dur. La curiosité, l'envie d'apprendre. Aujourd'hui, ce que j'ai toujours en recrutement, c'est que peu importe ce que tu sais faire, on peut imaginer dans 5 ou 10 ans, ton métier n'existera plus, il va changer. Ce qui va rester, c'est le savoir-être et les valeurs. Si je prends le métier du peintre ou le métier des enduits, moi je me rappelle, mon père et mon grand-père, ils fabriquaient eux-mêmes leurs enduits, eux-mêmes leurs peintures. C'est des chimistes à l'époque. Mais aujourd'hui, on est des produits prêts à l'emploi, des outils qui ont évolué. Ce qui n'a pas évolué, c'est vraiment le savoir-être et les valeurs. Donc aujourd'hui, c'est nos bases, c'est les fondations, et c'est ce qu'on appelle la culture entreprise. Autant on doit travailler sur la marque employeur pour attirer, donc il faut avoir une jolie vitrine et attirer le regard et avoir ce premier contact avec les futurs talents. Et après, pour les fidéliser et leur offrir un parcours collaborateur intéressant pour eux, c'est vraiment la culture entreprise. On est dans sa boîte, on comprend le sens, on comprend les valeurs, on sait où on va, avec qui on va, et on aime son maillot, on aime les couleurs. C'est comme une équipe de foot, de rugby, on doit se démener chaque jour. Parce que la vie d'entreprise, pour autant, c'est pas tous les jours simple, pas toujours facile, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps beau. Et c'est dans les moments difficiles, on peut parler de période de Covid, que vraiment les savoir-être, les soft skills, ça a toute l'importance. C'est vraiment là dans ces moments de résilience. Catherine ? Oui, moi je suis entièrement d'accord. Je vous le disais tout à l'heure, l'ADN de l'entreprise, c'est important, c'est primordial. Les soft skills, oui, j'ai envie de dire... Surtout quand on est une PME, en fait, c'est le bien-être de tout le monde parce qu'il ne faut pas non plus que nous, on s'oublie en tant que dirigeants, parce que notre santé, elle est aussi vitale pour l'ensemble de l'équipe. Donc c'est un tout. En fait, si on est en résonance avec... Alors, attention, je ne suis pas dans un monde de bisounours. Il y a aussi des difficultés, comme tout le monde. Mais... ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on est des entreprises performantes. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que Sébastien, c'est le cas aussi. On a des progressions qui sont quand même, Caroline aussi, on a des progressions qui sont là, on a des résultats, on a du chiffre, du bon chiffre, parce que du chiffre, c'est une chose, le bon, c'en est une autre. Mais aujourd'hui, si on arrive aussi à avoir cet équilibre, et j'ai envie de dire, si aujourd'hui, on arrive à être présent parmi vous et à se libérer aussi du temps, c'est que derrière, moi, en tout cas, il faut bien comprendre que j'ai aussi une équipe qui est à l'atelier, qui est à Champigny, et qui est en train d'accueillir nos clients, et en même temps, qui fabrique aussi nos menuiseries. Donc...
Je pense que voilà, et d'ailleurs ils passeront également sur le salon parce que ça aussi, ça fait partie des valeurs où il faut qu'ils s'enrichissent, qu'ils découvrent aussi ce que font les autres. C'est vraiment du partage d'idées. Donc après, il va se retrouver sur différents volets en fonction de votre entreprise et en fonction de vos valeurs. Chaque entreprise est différente. Même si après, on a des points communs, effectivement, parce qu'on est engagé en transition écologique, on est engagé sur pas mal de choses, sur de la mixité et ainsi de suite. Mais voilà, et c'est ça aussi la conversation qu'on avait la semaine dernière, quand Sébastien m'a contacté. Ok, il nous reste 6 minutes 40. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos invités? Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus un témoignage. Alors Catherine Guerniou me regarde parce qu'elle se dit voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce que je trouve vraiment hyper riche et touchant dans ces discours, c'est que moi, je voulais témoigner que la solidarité féminine, ça marchait vraiment, que tout ce qu'on a entendu, c'est la réalité. En fait, voilà, moi, à un moment, j'ai connu il y a quelques temps, il y a 1 an et demi, 2 ans, Catherine, dans un cadre très professionnel. Et à un moment, j'ai eu besoin vraiment d'une aide pour organiser un atelier pour aider des femmes à prendre conscience de leur potentiel. J'étais un peu démunie et je me suis dit, tiens, je vais essayer Catherine Guerniou, elle doit sûrement être complètement débordée, mais on va tenter. Et Catherine, elle m'a répondu très, très rapidement, elle m'a donné des contacts, et voilà, avec simplement de la gentillesse et de la bienveillance. Donc voilà, c'était là-dessus que je voulais témoigner. C'est que ce qu'on entend ici, c'est pas du chiquet. Et moi, j'aurais bien envie de rentrer dans vos sociétés, oui. Madame, monsieur, parce que franchement, je pense qu'il y fait bon vivre. Donc bravo à vous pour cette bienveillance managériale. Merci à toi. Merci. Merci. Je crois que Madame souligne un point important qui est aussi la force du réseau. Et c'est vrai, dans ces logiques aussi d'accompagnement, d'accélérateurs qui peuvent être proposés, c'est la capacité à se faire du réseau et à aller mobiliser les aides qui existent. Parce qu'on a quand même la chance d'être dans un pays où il y a énormément, d'appui. Et c'est vrai que parfois, par manque de temps, par peur de charges administratives supplémentaires, on trouve que les entrepreneurs ne se saisissent pas assez de l'offre qui leur est proposée, et on voit que finalement ça peut être très, très, très utile dans le parcours de l'entreprise. Oui, le réseau, effectivement. D'ailleurs, avec Caroline, on a fait la Convention des entreprises pour le climat. On était 150 entreprises à s'être engagées sur notre transition écologique, et c'est vrai que ça nous a permis de partager des moments très forts et voir aussi des méthodes de management un peu différentes. Mais le réseau, effectivement, Sébastien, on a fait partie d'un réseau que je connais bien également sur le bas carbone. Enfin, ça nous aide énormément. Ça c'est certain. Mais Laurence touche un sujet aussi, les aides. Alors il y a des aides financières et des aides, on va dire, plus de développement. Mais souvent, c'est vrai que les aides financières, les petites entreprises, finalement, on ne sait pas trop. C'est un sujet, je trouve, qui est très important, parce que souvent, on ne sait pas trop comment faire, où aller chercher ces aides. Alors, bien entendu, il y a les CMA, il y a les CCI, mais il y a nos fédérations. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours si simple. Et on peut passer à côté parfois sans... Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos invités? Monsieur. Bonjour, je suis du groupe Sonepar, donc j'ai beaucoup d'électriciens. Je vous écoutais et je trouve que sur les 30 dernières années, bien que vos entreprises soient vertueuses, l'échec d'intégration des femmes est quand même troublant dans notre métier. Je pense qu'on a été beaucoup plus fort dans l'intégration d'autres populations. Alors, malheureusement, les personnes en situation de handicap ou les femmes, pour moi, c'est un échec. Et une des réflexions que je me faisais, c'est vrai que vous parlez, il y a beaucoup de réseaux.
mais à aucun moment notre filière s'est alliée. Alors des groupes, ma consoeur de Saint-Gobain est là, et il y a des grandes entreprises, et je trouve que c'est un peu ça notre problème de ces dernières années, c'est qu'à aucun moment la FFB, des installateurs, des distributeurs, des industriels ont parlé fort sur des médias importants. Sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais sur des médias importants, pour réaffirmer que la femme a une vraie place dans nos entreprises. Je trouve que ça manque un peu. C'est toujours un peu en réseau, et jamais trop des boîtes de 30, 50, 100 milliards. Alors les grands groupes, en définitive, c'est juste un conglomérat de petites boîtes, hein, parce qu'on est très heureux dans les grands groupes aussi. Alors j'entends ce que vous dites. À la fédération, on a quand même 85 groupes femmes à travers la France. Il y a un réseau qui est fort. Les sensationnels du bâtiment sont organisés quasiment tous les ans. Il y a des campagnes qui sont menées justement envers les femmes. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais force de constater quand même, le résultat est encore un peu peut-être décevant. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, j'ai envie de dire, on l'a dit déjà pas mal avec Caroline, avec Laurence, avec Sébastien, c'est aussi changer des prismes, c'est aussi dire aux femmes qu'elles peuvent oser. Il y a toujours ce plafond de verre où peut-être qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui n'osent pas aller vers nos métiers. Et j'espère qu'avec les innovations, et c'est vrai que depuis 30 ans, il y a déjà aussi énormément d'innovations, mais j'espère qu'avec les innovations, avec la transition écologique dans laquelle on se trouve, j'espère que nos métiers vont attirer encore plus de talents. Après, oui, on en est les premières malheureuses et on aimerait bien avoir beaucoup plus de femmes, mais ensuite, voilà, je sais pas, j'ai pas réellement de réponse finalement. Moi, si je peux rebondir, je parlerai pas d'échec, je parlerai de retard. En réalité, dans le bâtiment, comme sur plein de sujets, on est souvent très en retard sur la communication, en retard sur le digital, en retard sur la mixité. En revanche, c'est plein de réussites. Dans mon entreprise, à mon petit niveau, tous les recrutements que j'ai pu faire des équipes féminines sur les chantiers, c'est que des réussites, quoi. Ça marche à 100%. Les clients sont heureux. Les collaborateurs qui avaient des préjugés, ouais, mais c'est une femme et gna. Au final, quand ils voient les retours clients, c'est que du positif. Maintenant, il faut accélérer. Mais effectivement, je suis convaincu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je trouve que c'est dommage. Et c'est pour ça qu'un groupe comme nous, 30 milliards, on est prêt à s'associer avec vous. Je trouve que jamais, à aucun moment, des industriels, vous, les installateurs, les fédérations et nous-mêmes, on a parlé langage commun. C'est ça que je regrette. Moi, je suis un homme convaincu que les femmes sont l'avenir de nos métiers. Mais je trouve qu'on est trop encore... oui, à parler technique, à parler de nos métiers, mais pas forcément... On parle ensemble pour réussir, je crois. Merci beaucoup. Donc il y a encore plein de choses à faire. Et on a une dernière question. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors moi je m'appelle Ivan, je suis chargé d'affaires pour Techum, une société de conseil, et donc je dois aussi faire du recrutement. Donc je suis jeune, donc je commence aussi dans le recrutement, et je vous posais une question par rapport à cela. Moi du coup je dois recruter pour d'autres entreprises, c'est-à-dire que je dois recruter pour des clients, et donc j'ai une entreprise qui a des valeurs, et mes clients ont peut-être aussi d'autres valeurs. Et je voulais savoir comment je pouvais faire pour allier mes valeurs de mon entreprise, qui sont, comme vous l'avez dit, quelque chose qui est très important, et je le trouve aussi, et allier ces valeurs-là avec celles des entreprises clientes. Déjà, je dirais, il faut connaître les valeurs de votre entreprise cliente. Et ensuite, ça pourra peut-être facilement vous permettre de faire le bon match en tant que recruteur. C'est surtout ça. Il est certain que si on vous prend comme recruteur et que vous n'avez pas compris notre philosophie d'entreprise, c'est compliqué de faire un bon recrutement. Donc je pense que la clé, c'est déjà comprendre comment fonctionne l'entreprise, ce dont elle a besoin. Et effectivement, à mon avis, mais peut-être que Laurence ou Sébastien auront peut-être une autre vision. Alors moi, ce que j'aime bien dans le recrutement, c'est qu'il peut y avoir un parcours selon le profil. Donc finalement, il y a un premier parcours, c'est un peu l'entretien. On va vérifier quelques compétences, et on a quelques petits questionnements, ce que tu dois maîtriser parfaitement, je pense. Et après, j'aime bien, moi, faire un entretien où je peux casser un peu les codes et les limites, peut-être rentrer dans le tutoiement, peut-être parler un peu du sport, sur des sujets où le candidat va pouvoir se lâcher. Et là, on va pouvoir capter un petit peu quelque chose en situation. Peut-être pas dans un bureau, peut-être je prends la cafétéria dans l'entreprise. Mais tiens, finalement,
on prend 15 minutes et je vais le chercher ailleurs, quoi. Et là, on peut avoir des révélations, des candidats qui vont un peu se lâcher, limite à me tutoyer. Bah, tiens, ta boîte, elle fait quoi? Voilà, ça donne des indications. En tout cas, voilà, il faut essayer. Je pense qu'il faut dans le parcours du recrutement, il peut y avoir des différentes strates et différents moments qu'il faut. Pareil, il faut être innovant sur ces sujets. Hein. On doit tout réinventer. Merci beaucoup. Oui, peut-être, je pense que c'est très important de bien comprendre la volonté de l'équipe dirigeante. C'est déjà le premier point. Et c'est ce qui va permettre d'aller plus ou moins selon des parcours de traverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Je pense qu'aujourd'hui, y a beaucoup de démarches qui vont vers, on dit outreach en anglais, c'est-à-dire qu'on on sort des sentiers battus, on va chercher les candidats là où ils sont. Donc on n'est plus à attendre que les CV arrivent, mais on va vraiment, on fait cette démarche très, très proactive. Et puis enfin, c'est de voir au niveau de la durée, ce sont quand même aussi des choses qui se construisent dans la durée. On parlait de mixité, de diversité. C'est des logiques de parcours, de diagnostic, de compréhension de la façon dont l'entreprise est organisée et puis ensuite justement de prise de mesures pour accompagner ce changement. Donc c'est sûr que ce ne sont pas des choses immédiates, ça se construit, mais on a aujourd'hui, je crois, beaucoup d'exemples qui montrent que ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous les trois, merci à vous pour vos questions également. Merci beaucoup. Merci pour cette session. Merci. Je vous laisse rejoindre vos places. Nous avons bien identifié l'importance et les enjeux d'intégrer plus de diversité dans les petites entreprises ou entreprises familiales. Mais qu'en est-il avec les grands groupes ? Avec notre prochain intervenant, nous allons aborder la question de l'inclusion et de l'insertion professionnelle de publics éloignés de l'emploi chez Vinci. Arnaud Habert, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Bonjour. Passons maintenant à un fireside chat. Comment on dit, un échange sur la diversité et la jeunesse, une chance pour les dirigeants. Juste, vous pourriez peut-être réagir sur ce que vous venez d'entendre du panel précédent. Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très durs parce qu'il s'est dit plein de choses. Moi, ce que j'ai retenu, alors j'ai entendu des mots comme entreprise avec du sens, j'ai entendu parler de capacité, j'ai entendu typologie des publics qu'on pouvait recruter. Bon, je pense que c'est un sujet d'actualité. En ce moment, on est vraiment sur... tous les métiers sont en tension. Là, on va parler des métiers du bâtiment, mais moi, j'ai des mandats sur d'autres secteurs d'activité et tout le monde recherche le candidat ou la candidate avec le meilleur profil qui pourrait s'intégrer dans son organisation, entreprise ou pas. Et que on voit bien qu'on est obligé aujourd'hui de certainement identifier et recruter les candidats et les candidates différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire. Une fois que j'ai dit ça, c'est super. Alors, on fait comment ? Il n'y a pas de solution miracle, en fait, puisqu'on a bien vu que le panel des personnes qui étaient présentes, elles ont chacune leur façon de faire. Moi, une des petites choses que... alors, je ne me suis pas présenté, peut-être que j'aurais dû commencer par ça. Pardon. Donc, je m'appelle Arnaud, j'ai créé chez Vinci, donc un petit groupe du BTP, une filiale qui traite des questions d'insertion, d'emploi et d'innovation sociale. Pourquoi on l'a créé ? Tout simplement parce que y a à peu près 3500 business units chez Vinci et que ces entreprises, quand elles répondent à des marchés publics, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, elles ont des engagements en matière d'insertion. Et quand on faisait le cumul de leurs engagements, on arrivait à peu près 2 millions d'heures d'insertion par an sur lesquelles on prenait des engagements, ce qui représente à peu près 4000 personnes éloignées de l'emploi qui passent dans nos organisations. Et ce qu'on constatait, ce que j'ai constaté, c'est que sur ces 4000 personnes, on en embauchait très peu, tout simplement parce que nos entreprises répondaient à une obligation ou une contrainte indiquée dans leur marché et que elle n'avait pas cette vision de se dire « Ok, j'ai cette demande qui m'est faite par les collectivités ou dans le cadre des marchés publics, et comment je transforme cette contrainte en opportunité pour mon entreprise ?»
Et donc, on a créé Vie. Maintenant, on est présent sur l'ensemble du territoire national. On travaille aussi bien pour les filiales de Vinci, mais pas que, puisqu'on accompagne aussi nos fournisseurs et sous-traitants. Donc, c'est dans notre chaîne de valeur. On touche plus de 600 entreprises aujourd'hui. Et si je reviens, alors voilà, j'ai fini sur la présentation de Vie. Et si je reviens un petit peu sur ce que je disais en introduction, c'est que moi, ce qui m'embête toujours un peu, c'est que on recrute déjà avec des représentations. C'est-à-dire qu'on a une approche très latine du recrutement et beaucoup moins anglo-saxonne. Alors, je ne suis pas très anglo-saxon, mais je trouve que là, ça serait intéressant de regarder comment eux, ils recrutent. En fait, ce qui les intéresse, c'est les capacités. Tout à l'heure, on a parlé de soft skills. Moi, je vais dire capacité, je vais le traduire en français, et les hard skills, les hard skills, je vais les nommer les compétences. Ce qui, pour moi, est intéressant, c'est qu'une entreprise, elle sait former demain ses collaborateurs. Elle va être aidée par des organismes de formation, mais en fait, que ce soit une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, elle sait transmettre son savoir-faire. Là où elle a plus de difficultés, tout à l'heure j'ai entendu parler de savoir-être, c'est d'identifier les capacités dont elle a besoin, donc organisationnelles, relationnelles, de communication, et qui vont pouvoir s'intégrer, enfin faire harmonie avec l'image, la coloration de cette entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise dans la construction n'a pas nécessairement les mêmes attentes en matière de capacité que va avoir une entreprise dans la peinture ou dans le service à la personne. Et tout à l'heure, on a dit que les capacités, c'est plutôt inné. Je crois que c'est vous qui l'avez dit, vous avez raison. Mais on peut développer les capacités et qu'aujourd'hui, les chefs féminins ou masculins d'entreprise, c'est là-dessus où ils devraient s'attarder. C'est-à-dire ce qu'on appelle les capacités d'employabilité. Ce n'est pas lié aux compétences, mais c'est vraiment lié au fait que des personnes qui ont eu un autre parcours, aussi bien en termes d'activité professionnelle, mais ça peut être aussi un parcours associatif ou je ne sais quoi, voilà, donc à partir de très jeunes, eh ben, c'est regarder la façon dont ils se comportent, comment ils se sont comportés dans leur parcours et comment on peut, à partir de cette analyse, trouver des correspondances avec nos besoins en termes de chefs d'entreprise et plus facilement les recruter. Et c'est ce que disait un petit peu le monsieur, là, je ne me souviens plus de son nom, Sébastien, je crois. Ouais. Voilà, il disait, je vais parler de sport avec lui, je vais parler de... Et en fait, je trouve que les entretiens devraient être beaucoup plus tournés vers ce qui caractérise la personne et beaucoup moins sur son parcours de formation, parce que sinon on fait des clones dans les entreprises et ce n'est pas nécessairement ce qu'on doit rechercher demain, parce qu'on doit chercher la diversité des profils. Et c'est ce qui va aussi certainement plus... cette approche permet, je pense, très certainement, donner une autre image de nos métiers et de la façon dont on peut accueillir ces profils dans nos entreprises et, je l'espère, leur permettre de pouvoir rester beaucoup plus longtemps dans nos organisations. Ok, on va revenir à votre rôle. Vous travaillez pour Vinci Insertion Emploi. Mais alors, quand vous parlez d'insertion, vous parlez de quel type de profil? Alors, en fait, l'insertion en France, elle est réglementée. C'est-à-dire que quand on regarde dans le code des marchés publics, c'est jeunes de moins de 26 ans, éloignés de l'emploi. Voilà, c'est une population un peu particulière qui rencontre des difficultés sociales et des difficultés d'ordre professionnel. Si je donne un chiffre, sur les publics éligibles à l'insertion, le gouvernement finance 240 000 parcours en France. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de personnes qui sont éligibles à l'insertion, puisque dedans, on peut mettre les demandeurs d'emploi qui ne sont pas identifiés comme dans les parcours dits en insertion. On peut aussi y intégrer les demandeurs d'emploi reconnus comme travailleurs handicapés. Enfin, voilà. Donc on a un panel extrêmement large de publics qui potentiellement sont éligibles à l'insertion et donc caractérisés comme dits en insertion. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une population qui a des difficultés à s'inscrire dans le monde professionnel, notamment parce que soit elles ne sont pas formées, soit parce qu'elles n'ont pas de réseau. Tout à l'heure, on a parlé de réseau. C'est souvent un des freins à des publics qui sont dits éloignés de l'emploi, c'est qu'ils n'ont pas les réseaux. On va parler notamment des personnes qui sont issues des quartiers prioritaires ou qui sont issues du milieu rural, parce qu'on ne parle pas du milieu rural, mais c'est aussi un vrai sujet, qui n'ont pas les réseaux, les contacts entreprises et qui leur permettent... Enfin, c'est souvent pour eux difficile, d'une part, de connaître la diversité des métiers, mais aussi le fait de pouvoir être identifié et donc bénéficier de ces parcours d'insertion.
Alors, quel type de poste vont-ils occuper finalement? Ça va dépendre. Comme je disais en introduction, malheureusement, ce que regardent beaucoup les entreprises, c'est le niveau de formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui est éloigné de l'emploi sans formation sur un poste, ce que nous, on va dire un poste de technicien ou un poste d'ingénieur. Donc, souvent, sur les bas niveaux de qualification, on va être plutôt sur des postes d'ouvriers ou des personnes qui vont être dans une logique de production. Donc, par exemple, sur les métiers du BTP, on peut avoir des menuisiers, des coffreurs-bancheurs, des électriciens. Voilà, on est sur ce type de profil. Mais il faut quand même aussi savoir que sur les publics en insertion, on a aussi des profils qui peuvent être, qui ont déjà un cursus professionnel, qui ont déjà une expérience professionnelle, qui ont déjà des diplômes, mais qui ont rencontré une problématique sociale et qui, s'ils sont accompagnés, peuvent tout à fait aussi se positionner sur un poste de technicien, voire même de cadre. Dans mes effectifs, nous, on suit chez Vie, je vous ai dit tout à l'heure à peu près 4000 personnes, on a 6% de cadres qui sont éligibles à l'insertion. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, souvent il faut casser les représentations. C'est que quand moi je discute avec des chefs d'entreprise, que ce soit de chez Vinci ou pas de chez Vinci d'ailleurs, parce que j'en côtoie à peu près 600, souvent, alors de moins en moins, mais pour eux, les publics en insertion, c'est sortant de prison. Ouais, ça doit sur la population dont nous on accompagne, ça doit être 0,1% de notre public. Donc c'est pas, il faut casser aussi les représentations. Un public en insertion, si on fait le tour de la salle aujourd'hui, on connaît tous quelqu'un dans notre environnement proche qui est éligible à l'insertion, comme quelqu'un qui est reconnu comme travailleur handicapé. Donc en réalité, on a autour de nous des personnes qui sont éligibles à l'insertion. Je me suis un peu perdu dans le fil, mais c'était quoi votre question? Vous savez plus? Ouais, non, mais les postes qui les postes, oui. Et ce que je disais, c'est que on a 6% de cadres, donc 6% de publics qui ont un niveau Bac plus 5 et qui rentrent quand même qui sont éligibles à l'insertion, soit parce qu'ils sont demandeurs d'emploi depuis très longtemps, donc plus de 2 ans, soit parce qu'ils ont eu à un moment un trou dans leur carrière professionnelle, ils ont été endettés et derrière ils se retrouvent avec des problématiques sociales et des problématiques d'ordre professionnel et donc derrière ils méritent un accompagnement au même titre que quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Et les jeunes avec lesquels vous travaillez, sont-ils plus ouverts à de nouveaux métiers? Je pense qu'il y a une méconnaissance de nos métiers. Ils sont ouverts de fait, par nature. Normalement, quand on est jeune, on est ouvert. Enfin, je l'espère. C'est plus on vieillit, moins on est ouvert. En tout cas, c'est la représentation que j'en ai. Mais oui, ils sont ouverts. Mais il y a une vraie méconnaissance de nos métiers. C'est-à-dire que quand on leur demande d'aller visiter Enfin, moi, souvent, une des premières choses que je fais quand il y a des personnes qui viennent me voir en me disant « j'ai envie de travailler dans les métiers du BTP », je lui dis « mais tu connais quoi des métiers du BTP ?» Souvent, ce qu'ils disent, c'est « je connais, j'ai un chantier en bas de chez moi ». Soit de construction, soit de réhabilitation, soit de rénovation. Et ils voient une fraction des métiers de ce secteur. Et en fait, dans les métiers du BTP au sens large, là aujourd'hui, je vois bien tout à l'heure, personne parlait de fenêtres, mais si on fait l'ensemble du site, là, du parc des expositions, on va retrouver peut-être, j'en sais rien, peut-être 1000 métiers. Et en fait, il y a une vraie méconnaissance de l'ensemble de ces métiers. Et en plus, on parle de métiers techniques, mais aussi on peut avoir des métiers dits des fonctions support. Il y a aussi des RH, il y a des comptables, il y a des assistants ou assistantes. On a vraiment une diversité des métiers qui font que voilà, si les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, connaissaient l'ensemble de nos métiers, je suis sûr qu'on aurait un peu plus de vocation dans nos métiers. Ok. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte à Divinci? De quoi? Qu'est-ce qui importe? Toute l'insertion emploi, etc. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement? Alors, il y a 2 choses. Au départ, c'est parti d'une contrainte. On va pas se mentir. Les entreprises étaient confrontées dans le cadre de leur marché public à des obligations. Et moi, ce que j'ai dit, j'en avais marre que nos entreprises prennent des personnes éloignées de l'emploi. Et une fois que le chantier était terminé, c'était merci, au revoir. Ce qu'on s'est dit, c'est que ce public, il a un vrai intérêt pour nos entreprises. C'est que c'est pas le public dont je parlais tout à l'heure, qui est le profil qui sort des grandes écoles ou qui sort des écoles dont on a l'habitude. C'est un autre type de profil qui va apporter une diversité dans l'entreprise qu'on n'a pas nécessairement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un public qu'on touche mal au niveau de nos organisations, simplement parce qu'on a du mal à l'identifier. Il y a un problème aussi de relation entre les entreprises et le monde service public de l'emploi. On n'en a pas parlé, mais
souvent la relation entre une entreprise et les acteurs qui s'occupent des publics et de l'emploi, elle est un peu compliquée. Simplement parce que c'est deux mondes qui se côtoient, qui se parlent, mais qui ont du mal à se comprendre. Et en fait, la structure que moi j'ai créée chez Vinci, elle permet de faire le connecteur. On comprend le monde du service public de l'emploi, leurs dispositifs, les aides, les accompagnements, les parcours, enfin tout ce qui existe. Et en même temps, on comprend aussi quelles sont les attentes des entreprises, que ce soit chef d'entreprise ou pas d'ailleurs. Et on essaye de faire justement cette connexion entre ces dispositifs portés par des acteurs qui accueillent les publics qui ont de l'emploi et nos entreprises qui ont des besoins et donc qui recherchent des candidats ou des candidates, mais qui ont du mal à faire passer le message aux dispositifs d'accompagnement, de préciser exactement ce dont ils recherchent et quel profil idéal ils aimeraient avoir dans leurs entreprises. Et donc, d'où en fait, vous intervenez en tant que conseiller, en tant que conseil pour aider des entreprises dans la réalisation de leurs actions d'insertion professionnelle. C'est ça. Mais ça se passe comment? Ça se passe bien. Après, une fois qu'on a dit ça, non, en fait, si on revient sur le champ de l'emploi, si vous discutez avec un chef d'entreprise, j'en côtoie quelques-uns, ils me disent on ne comprend rien au dispositif de l'emploi en France. Tout à l'heure, on a parlé des aides, il y a une multitude d'aides, de dispositifs, et en fait, eux, quand ils ont un besoin, que ce soit petit ou grand groupe, ils disent voilà, moi je recherche un électricien ou je recherche un menuisier. Quand ils commencent à envoyer leur offre d'emploi au dispositif en face, tout de suite, c'est en face, on a des généralistes de l'accompagnement en matière d'emploi. Et quand on leur demande de dire est-ce que vous connaissez le métier d'électricien, alors il y en a qui vont connaître à force, puis souvent en face, ils ne connaissent pas. Donc ils vont envoyer des profils, des personnes qui potentiellement peuvent être intéressées par les métiers du BTP, mais pas nécessairement sur les métiers d'électricien. Et en fait, on arrive à une incompréhension où le chef d'entreprise reçoit quelqu'un ou plusieurs personnes, dont certaines sont venues parce qu'on leur a dit que l'entreprise recrutait, mais pas nécessairement sur une bonne compréhension du poste et les attentes de l'entreprise. Et donc, notre positionnement à nous, et vous parliez de la valeur ajoutée tout à l'heure et l'intérêt pour les grands groupes, c'était ça, c'est de faire l'adéquation entre les besoins des entreprises et les dispositifs qui existent au niveau national, et comment on simplifie la relation entre ces acteurs. Avec les jeunes sont très actifs sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'on fait assez pour motiver, pour apprendre aux jeunes les nouveaux métiers ou les métiers dans le bâtiment? Est-ce qu'on fait assez dans ce secteur? C'est pas moi qui peux répondre parce qu'il y a des fédérations qui sont là pour ça. mais je leur envoie pas la balle parce que c'est pas simple. Ça fait des années et des années que les entreprises du BTP communiquent sur leur métier, mais on voit bien que ça a du mal à prendre. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut changer nos modes, nos façons d'intéresser les publics à nos métiers. Alors il y a des choses qui se font quand même. Maintenant, il y a des stands qui sont organisés avec des lunettes 3D qui peuvent potentiellement intéresser les jeunes. Il y a la digitalisation de nos métiers qui peut être aussi un autre centre d'intérêt pour les jeunes parce qu'ils vont se retrouver avec... maintenant, on n'utilise pas que la pelle et la pioche sur un chantier. On utilise des tablettes pour permettre de voir les plans en 3D, de comprendre l'interaction avec les autres corps de métier. Enfin, voilà, on voit bien qu'il y a nos métiers évoluent, que la digitalisation est passée par là et que c'est un autre centre d'intérêt, notamment pour les jeunes. Mais il n'y a pas de solution miracle. On a des vraies difficultés à intéresser, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, encore à nos métiers, alors qu'on a des super métiers et sur lesquels les entreprises mettent vraiment plein de leur savoir-faire, mais plein de choses autour de ces notions de métier pour intéresser les publics et les capter et les garder. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que suivant les territoires, on a aussi une difficulté ça aussi, c'est pas dit, mais moi, c'est ce que je constate, c'est qu'on se fait un peu la guéguerre entre différents secteurs d'activité. Je vais donner un exemple. J'étais dans une phase de recrutement de public pour les métiers du BTP, et donc on avait un stand. Et à côté, j'avais une grande enseigne de l'agroalimentaire. C'était à celui qui proposait le meilleur salaire, les meilleures conditions de travail. Alors, oui, il faut qu'on se challenge là-dessus, mais en fait, il y a une vraie logique de concurrence en direction de ces publics, alors qu'ils ne sont pas encore formés, qu'ils ne sont pas encore compris la diversité de nos métiers, l'intérêt ou pas que demain, ils vont pouvoir et vouloir s'y inscrire. Et je trouve que ça biaise un peu le sujet
notamment dans les grandes agglos, beaucoup moins en secteur rural où, très honnêtement, là, je trouve qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts sur les collectivités, là où il y a moins de grosses agglomérations, et en direction des publics jeunes notamment, qui recherchent du travail et qui ont des difficultés, d'une part, à se déplacer, mais aussi qui ont une difficulté à comprendre la diversité de nos métiers et le souhait de nos embauches sur ce secteur-là. Ok, bon, merci beaucoup pour ce panel. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. D'abord, merci beaucoup pour la présentation. Je vais poser une question qui fâche peut-être, mais ça revient souvent en fait, tout ce qui est contrainte vis-à-vis de l'insertion sociale, et vous avez aussi parlé de l'importance de la diversité. Et je voulais savoir si vous voyez une évolution, que ce soit dans les grands groupes ou bien dans les TPE, de faire plus d'insertion, mais pas que de l'insertion, de valoriser la diversité sur les chantiers en dehors de ce qui est juste obligatoire par l'État, ou si l'État va toujours avoir un rôle très important à jouer sur la question, et que justement, pour faire évoluer le milieu du bâtiment, il faut avoir des contraintes publiques. Ce n'est pas une question qui fâche. Moi, j'aime bien cette question. En fait, on ne l'est pas préparée. Moi, j'ai souvenir, il n'y a pas si longtemps que ça, de fédérations qui faisaient tout pour que les clauses d'insertion n'existent pas. Aujourd'hui, elles communiquent en disant « mais c'est très bien, regardez, on a signé les conventions et les protocoles ». En fait, on est, en France, hein, on est quand même beaucoup dans si on n'impose pas, ça va moins vite. Je suis désolé de le dire comme ça, mais voilà. Et qu'un autre élément, et je ne défends pas les grandes entreprises non plus pour ça, mais les grandes entreprises, elles ont un rôle à jouer, c'est d'être moteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une TPE-PME qui est juste ric-rac sur ses effectifs, elle va apporter, avec les moyens qu'elle a, elle va porter des sujets, elle va accueillir un public reconnu comme travailleur handicapé, elle va essayer de diversifier ses populations. Mais un des enjeux, un des rôles que doivent jouer les grandes entreprises, c'est d'être moteur, notamment sur ces sujets de diversité. Je vais donner un exemple. Alors là, nous, on ne travaille pas que pour le groupe Vinci, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, je vais prendre l'exemple de Vinci Autoroute. Vinci Autoroute, tout le monde connaît, c'est là où on paye une blinde quand on prend sa voiture et qu'on veut traverser la France. Très bien. Et en fait, quand j'ai discuté à l'époque avec un directeur d'exploitation, il m'a dit, mais moi, je suis emmerdé parce que le tracé autoroutier, il passe sur des collectivités et j'ai très peu de relations avec mes parties prenantes. Et je lui ai dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu développes, à partir de tes achats, ce que nous, on a appelé des achats inclusifs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous ces marchés fournisseurs, il a intégré des engagements sociétaux. Seulement, il a demandé à ses fournisseurs, quand ils répondaient à ce marché, de prendre un engagement. Alors, cet engagement, il se traduit en heures d'insertion, mais derrière, ce qu'on a demandé, nous, aux entreprises, donc ça représente plus de... Sur une seule direction d'exploitation, ça veut dire sur 50 km d'autoroute, c'est 900 commandes par an et c'est plus de 300 fournisseurs. C'est juste un petit bout. Hein. Derrière, ce qu'on a constaté, dont plus de 60% de TPE-PME, voilà. Donc c'était juste pour dire aussi que la granulométrie des entreprises. On leur a demandé, on leur a dit, OK, sur vos engagements, nous, on ne vous demande pas de prendre des publics en insertion. Par contre, on vous demande, quand vous avez très peu d'heures, d'aller faire une présentation de vos métiers dans les collèges en REP+. Les collèges où, vous savez, souvent ce qu'on appelle dans les quartiers populaires. Donc on a demandé aux chefs d'entreprise d'aller présenter leur métier dans ces établissements. Parce que s'ils ne le font pas, ils ne présentent pas leur métier, demain, cette jeunesse, elle ne connaît pas nos métiers, donc elle ne peut pas y venir. On leur a demandé aussi de prendre des stagiaires issus aussi des quartiers prioritaires de la ville, tout niveau confondu. Tout simplement parce que tout à l'heure, je parlais de réseau. En fait, ces jeunes... souvent, soit en milieu rural, c'est aussi violent dans le milieu rural, mais soit issus des QPV, ils n'ont pas les réseaux familiaux qui leur permettent d'entrer dans le monde de l'entreprise. Et en fait, en obligeant les entreprises à dire, mais vous allez répondre à vos engagements en diversifiant, en accueillant ce type de population, vous permettez à ces publics de pouvoir faire leur stage au sein de vos entreprises, et puis surtout, vous allez identifier des publics qui potentiellement peuvent vous intéresser. Alors, je peux égrener comme ça, voilà, mais ce qu'on a constaté,
J'ai parlé des clauses d'insertion tout à l'heure. Les clauses d'insertion, pardon. Si je fais, alors pour ceux qui connaissent, quand on a 25 000 heures d'insertion, dans un chantier traditionnel de BTP, on fait, allez, si on arrive à faire un CDI, un contrat de professionnalisation, et tout le reste, ça va être en intérim. Avec cette démarche d'achat inclusif, sur 25 000 heures d'insertion, hein, je ne vous mens pas, 25 000 heures d'insertion, on a fait 17 CTI, 15 CDD, 12 contrats de pro, et on a fait, je ne sais plus combien de stages de 3e et de stages en QPV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans une logique de... Alors, Vinci Autoroute était dans une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous, on est intéressés à intégrer ce sujet-là dans nos marchés, personne ne les obligeait. Donc voilà, c'est une démarche volontaire de Vinci Autoroute. Mais ça a une contrainte pour les entreprises qui répondent à leur marché. Mais en fait, quand on discute avec les entreprises qui ont répondu à leur marché, elles ont dit, mais nous, on est vachement contents. Au départ, ça nous faisait chier. Excusez-moi du terme, je suis désolé, mais on est dans le BTP, donc c'est accepté. Ça nous emmerdait. Par contre, au départ, on n'avait pas envie, on essayait de faire le minimum. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les engagements que vous nous avez demandés, en fait, ça nous a permis d'identifier un public sur lequel on n'avait pas accès. Et aujourd'hui, on les recrute. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de changement de recrutement. Donc, je reviens à votre question. En fait, c'est comme ça qu'on peut éventuellement faciliter le recrutement de publics divers et variés au sein de nos organisations. Et donc, on part au départ d'une contrainte, mais qui doit être transformée en valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes de cette chaîne de valeur, qui sont aussi bien les entreprises, les fournisseurs, les publics, les dispositifs emploi. Voilà, il faut essayer de trouver le bon mix pour que tout le monde s'y retrouve dans cette belle aventure. Super, je merci. suis bavard, je suis désolé. J'ai répondu à votre question? Non, c'était très bien, c'est un super exemple. Donc merci beaucoup Arnaud pour votre présentation, d'être venu échanger avec moi. Pour et puis merci aux personnes qui sont restées courageusement m'écouter. Merci à tous nos intervenants pour vos contributions précieuses. N'hésitez pas à échanger, à partager vos pensées, ou échanger sur les réseaux sociaux, #BatiMat2022. Et surtout pas manquer la session de clôture de ce premier jour à 17h sur l'Agora 1, c'est pavillon 1, avec Jean-Marc Gianovici et Rémi Babut de Shift Project au programme Comment habiter dans une société bas carbone. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 11h pour continuer cette conversation. Merci encore, je vous laisse retrouver votre place. Donc rendez-vous demain pour encore plus de Bati Talk ici à l'Agora 2. Très bonne soirée, merci.